BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Bienvenue dans Les Pionniers. Au sommaire cette semaine, nous commençons par le tête-à-tête avec une professionnelle de la voltige aérienne. Après un baptême de l'air à 8 ans, elle a volé toute seule à partir de 15 ans. Elle est devenue plus jeune pilote de France à 17 ans. Et puis ensuite, elle était 10 fois championne de France de voltige, puis 2 fois championne du monde de voltige. La première femme à diriger le musée de l'air et de l'espace. L'actuelle présidente de l'Aéroclub de France. Nous aurons le plaisir de recevoir Catherine Monoury. Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec 2 entrepreneurs. Cette semaine, Khalil El Hadji, le cofondateur de CleanMob. C'est une start-up qui veut verdir les flottes de véhicules d'entreprise. Et puis Inès Benamor, la directrice générale de Luna, dont l'objectif est de réduire le délai de diagnostic de l'endométriose. Et puis en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ce sera Fred vous répond. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Catherine Monoury. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Catherine Monoury. Bonjour Catherine. Bonjour Fred. Alors, tu es une grande championne de la voltige aérienne. Tu es 10 fois championne de France et 2 fois championne du monde, rien que ça, de voltige aérienne. Tu voles depuis le plus jeune âge. Tu dis que la voltige t'apporte le plaisir de la vie. Que parfois tu te surprends à confondre les ailes de ton avion avec ton propre corps. Et tu es la femme qui a la plus longue carrière dans le sport de voltige. Et tu es l'actuelle présidente de l'Aéroclub de France. Alors tu connais le principe de l'émission. On va reprendre ton parcours, les étapes, mais on va surtout s'intéresser à tes ressentis, tes émotions, tes apprentissages tout au long de ce parcours-là. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter des étapes de ton parcours. Et on va aller essayer de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu prends tes décisions et comment tes émotions te guident dans ta vie. Alors, c'est parti. La première fois que tu as volé en avion, tu n'avais que 8 ans. Oui. Raconte-nous ton baptême de l'air, parce que quand même... Oui, j'ai eu beaucoup de choses parce que c'était avec mon papa. Alors donc le plaisir peut se mêler d'être avec mon père, mais ça a vraiment été un très grand moment pour moi. J'ai été très très surprise de découvrir qu'en fait la vie pouvait avoir une autre dimension, de voir... Une troisième dimension. Oui, une troisième dimension, qu'on pouvait voir les gens de loin, que mon école, cet endroit dont j'étais prisonnière était finalement une toute petite chose au sol, la maîtresse terrorisante. Finalement, ça m'a ouvert l'horizon. C'était vraiment du domaine d'une vocation immédiate. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et c'était une passion de famille ? Alors, c'est une passion de famille. Mon père aimait ça, c'est lui qui m'emmène voler. Et il avait voulu être pilote et il n'avait pas eu le droit parce que mon grand-père a été observateur aérien, tout jeune officier de la Grande Guerre. Donc, il a vu ce qui était très difficile pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait énormément de morts. Il avait peur que son fils soit pilote. Et donc, papa n'a pas eu le droit. Il m'a donc, lui, beaucoup aidé. Au contraire, toujours. Et à 15 ans seulement, ton instructeur décide de te faire voler seul aux commandes d'un Jodel D112. Tu te sentais prête ? J'ai été très surprise et je dois dire que, vous vous rendez compte, 15 ans, on n'a pas du tout le droit de conduire, quoi. C'est dans 3 ans seulement que j'aurai le droit de conduire. Et puis, quand il est descendu... une voiture. Une voiture, oui. Conduire, oui, une voiture. Donc, tout d'un coup, ça a été... devant moi, il y avait une piste en herbe, mais en fait, cette piste en herbe, c'était plutôt la vie d'adulte, la liberté, la responsabilité. Quand il est descendu, il n'avait même pas bien fermé la petite porte de l'avion. Je l'ai fermée et puis je suis partie. On n'avait pas de radio, c'est-à-dire que maintenant, quand on est lâché, on a quand même la radio. Il y a quelqu'un qui peut venir au secours, vous dire « t'inquiète pas, t'es bien, tout va bien ». Là, j'étais vraiment seule et mes jambes se sont mises à trembler. Elles ont tremblé tout le tour de piste jusqu'à ce que, en m'obsédant sur la vitesse que j'avais à faire, je fasse ça correctement, avec les dents serrées. J'ai chanté très très fort pour pousser les fantômes et me dire la vitesse, il faut que j'y arrive. Si je suis trop lent, ça va décrocher. Ouais. Si je vais trop vite, la piste, je vais l'effacer. Enfin bon, c'est quand même... dire que j'étais prête, c'était peut-être un peu exagéré. Il m'a peut-être un peu surestimée. Mais alors, et tu avais des idoles, tu t'intéressais beaucoup à l'aviation par ailleurs? J'ai eu des mentors et des idoles, oui. Comme mon père aimait ça, il y avait une très grosse bibliothèque aviation, je lisais beaucoup et j'admirais
je poursuivais les pilotes célèbres de l'époque pour qu'ils me donnent des autographes, parce que c'est pour ça que je suis attendrie quand on me le fait maintenant. Et Jacqueline Auriol, par exemple, était quand même pour moi quelque chose de merveilleux. Cette femme si belle, tant de classe, et qui en même temps était un pilote hors pair. Donc j'adorais Oui, ça. qui a battu les records de Ouais, vitesse. première femme pilote d'essai, qui a battu Première femme pilote oui, d'essai. qui est vraiment, elle a piloté quantité d'avions, c'est très impressionnant comme carrière. Et tout ça m'entraînait et me donnait envie de faire partie de ce monde. Et alors, bon, quand même, tu as pris confiance. Oui. Et Mais dès 15-16 oui. ans, tu avais suffisamment la confiance pour aller prendre un avion comme ça. Oui, Tu nous racontes? le premier, oui, j'ai fait quelques petites bêtises. Et c'est bien parce que depuis, je suis devenue quelqu'un de très, très sérieux. Parce que justement, rétrospectivement, mais quand on m'a lâché, ce premier tour de piste m'avait beaucoup impressionné. Mais effectivement, au bout de 3 ou 4, c'est comme si je croyais que j'étais un ancien pilote d'essai qui avait 20 ans de carrière derrière lui. Donc très tranquille. Je me suis dit, je vais aller épater mes copains et mes copines. En classe, on avait un contrôle de maths. Et j'aurais dit, je vais au terrain. Moi, je vais passer au-dessus de l'avion, au-dessus de l'école en avion. Et quand même, à 15 ans, c'est assez rare. Donc, tu es parti du Donc, devoir de je maths. suis vite partie du devoir de maths. Je suis allée au terrain. J'ai pris mon air le plus innocent pour dire que j'allais faire un petit tour de piste. La seule chose que j'avais le droit de faire, je pouvais en faire 2 ou 3. Et puis, dès que j'étais en l'air, c'était à Rouen, je suis partie. J'ai rejoint la Seine que je voyais. Je ne connaissais rien en navigation, quasi rien en pilotage. C'était affreux. Et j'ai suivi, T'as j'ai suivi trouvé la Seine. J'ai vu la boucle qui arrivait à Elbeuf. J'ai remonté la rue principale. Et j'ai tourné au-dessus de ma classe, super fière, en me disant que tout le monde devait m'admirer. Et puis voilà, je suis rentrée parce que j'avais juste oublié qu'il y avait une gendarmerie juste en face et puis que ça se fait pas, quoi. Ça s'est vu. Et ça s'est vu. Donc évidemment, ils avaient relevé l'immatriculation, sidérés, en disant il y a un avion qui tourne en pleine ville, extrêmement bas, en dessous du lycée. Est-ce que c'est un pilote à vous? Ils ont regardé, ils ont dit ah, mon Dieu, c'est elle qui est partie. Et quand je suis arrivée, il y avait un comité vraiment peu aimable qui m'attendait en disant bon, vos papiers, on va vous faire sauter votre licence, évidemment, tout ça. J'avais pas de licence, j'avais 3 heures de vol, j'avais pas encore de licence. Ça m'a sauvée. Donc c'est parce que normalement ça aurait pu briser directement ma carrière. Mais avec le recul et le bon savon, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme ça que les gens se tuent, en tournant au-dessus de maisons, en faisant les malins, en faisant le kéké sur une maison. Il n'y a rien de plus dangereux quand même. Hein. Ça t'a rendue plus prudente? Ah oui, toute la suite de ma carrière Ta n'a leçon été... de vie. Ça a été ma leçon, en tout cas de survie. Et oui, et puis maintenant, je considère toujours que j'ai valeur d'exemple auprès de ceux qui commencent. Et toutes mes recommandations sont toujours Donc tu leur dis, vous de n'êtes pas obligé de faire les mêmes bêtises que moi. Non, Tu arrives à transmettre cette... Alors, il n'y a pas longtemps que je le raconte. Je pense que je l'ai tué pendant au moins 20 ans. J'ai jamais raconté à personne. D'ailleurs, mes parents n'ont pas dû le savoir, parce que sinon, ils m'auraient empêché de continuer. Et donc, j'ai rien dit. Et puis, petit à petit, je l'ai presque effacé. Et puis, petit à petit, c'est ressorti en me disant, quand même, comment j'ai pu oser. Et donc, cette expérience ne t'a pas cloué au sol, puisqu'à 17 ans, tu passes ton brevet et tu deviens la plus jeune pilote de France. Et tu te lances dans la voltige aérienne. Alors, avant de comprendre pourquoi tu y es venu, comment c'est né la discipline de la voltige aérienne? La voltige aérienne est née un peu par hasard. En fait, Adolphe Pégoud, en 1913, voulait tester le parachute, ce qui était déjà passablement gonflé. Donc, dans un tout petit avion qui était un Blériot 11, il décide d'abandonner ces petits avions. On en cassait beaucoup, on pouvait en refaire. Il saute, et puis, pendu à son parachute, ça avait fonctionné. Il voit avec stupeur l'avion faire tout seul. Wow, il monte jusqu'à la verticale, paf, il retombe, il fait une boucle tout seul. Et c'était le centrage qui avait tellement changé que l'avion... Et il s'est dit, mais si l'avion peut faire ça, il doit pouvoir le faire avec moi dedans. Et donc, il a commencé à faire marcher ses commandes, le mettre un peu sur le dos. Et en 1913, en septembre, il a fait le premier looping, la première boucle. Et c'est très vite, on s'est rendu compte que ça allait être très possible et très, sur un malentendu, très utile. Comme les bêtises de Parce Cambrai. que la guerre de 14 va se déclarer. Et là, les pilotes vont avoir besoin de la voltige pour échapper aux ennemis, pour être des bons chasseurs. C'est une vraie utilité opérationnelle. Et toi, alors, tu es attiré par ce sport parce que tu as vu qui en faire? Alors, l'instructeur de mon père faisait de la voltige, donc petite, j'ai vu ça et j'ai immédiatement admiré. J'avais un peu oublié, et comme je ne volais pas beaucoup, j'avais un petit peu peur en avion. Et donc, tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que je sache
voltiger, il fallait que je sache, c'est-à-dire piloter, dominer l'avion à fond, savoir quoi faire avec les commandes, pour qu'il ne me surprenne pas, pour que je sois toujours maîtresse du jeu. Et c'était ça ma première motivation. Et tu es plutôt excellente dans la discipline, puisque ton palmarès par la suite est absolument exceptionnel. Stéphanie. Effectivement, Fred, puisque vous avez été sacrée 10 fois championne de France de voltige aérienne et championne du monde de voltige aérienne en individuel à 2 reprises. D'abord en 1988 à Red Deer au Canada, puis 12 ans plus tard, en 2000, en France, à Muret, c'est près de Toulouse. 2 sacres mondiaux très différents, puisque entre-temps, les appareils ont beaucoup évolué. Et ce second titre mondial, vous l'avez remporté avec un CAP 232 dans une discipline qui a été profondément renouvelée entre-temps. Oui, parce que quelquefois, vous savez, quand on parle de voltige, les gens vous disent « j'aime bien les gens qui font de la voltige douce, tout ça ». Ça n'existe pas, ils ont juste des avions qui n'ont pas les moyens de tourner aussi vite. Le pilote dedans, il veut tirer toute la quintessence de sa machine. Et en fait, en 88, l'avion avait encore des ailes en bois. On faisait déjà des très beaux programmes, mais c'était quand même un peu plus lent, un petit peu moins maniable. Et en 2000, on était passé sur les avions qu'on a encore maintenant, qui sont en carbone, qui tournent, c'est du 500 degrés seconde, pratiquement, ce qu'on appelle un tonneau, une révolution autour de l'axe. Eh bien, c'est sûr que c'était pas le même chemin et qu'il a fallu que je me remettre au boulot et que c'était pas juste allez, on refait ça tout de suite Alors, derrière. comment on progresse justement dans ce sport? Comment on gagne? Alors, Est-ce qu'il faut être compétitif? je ne savais pas que j'aimais la compétition. D'ailleurs, je n'aime pas du tout la compétition. On m'a poussé à le faire et puis comme j'ai... Enfin, tu Vous voyez bien. tu m'as dit que tu n'aimais pas la compétition, mais Oui. que quand même, tu n'aimes pas perdre. Mais par contre, perdre, c'est insupportable. Donc, à chaque fois que vous avez perdu, il faut absolument refaire pour gagner. Et en réalité, on se souvient que j'ai gagné 2 fois. Mais comme j'ai fait 20 ans et que c'est tous les 2 ans seulement, c'est pour ça que c'est très énervant quand on perd, parce qu'il faut attendre 2 ans pour recommencer. Ça veut dire que j'ai perdu 8 fois quand même. Faut pas... Oui. Donc, il faut apprendre à perdre en même temps qu'on a le plaisir de temps en temps de gagner. Et donc, le secret, c'est surtout d'avoir une équipe. Il y a rien. On a l'impression qu'on est très seul. Quand on ferme ce cockpit, on est tout seul. C'est des avions monoplaces. Néanmoins, il y a votre coach, il y a celui qui a payé l'avion, il y a celui qui l'a construit, il y a le médecin qui vous suit, il y a toute une Et équipe. le mécanicien qui a le serré tous les mécanicien. boulons. Est-ce que tu le regardes avant de décoller? Toujours. Il y a un échange de regards qui est très connu chez les militaires aussi. On confie sa vie au mécanicien. Ah oui, parce que... Le binôme mécanicien, on compte sur lui et quand on lui dit « je peux y aller », c'est extrêmement profond. Lui, il a fouillé dans les entrailles de l'avion, il le connaît. Moi, je fais une petite visite pré-vol, je regarde, mais les choses qui sont au fin fond, je ne vais pas les voir. Je vais voir que tout va bien à l'extérieur. Alors, tu dis aussi que tu es une hypocondriaque de l'avion maintenant, c'est-à-dire que tu fais très attention à tout, Ah oui. tu auscultes tout, tu connais toutes les pièces? Non, alors je ne connais pas toutes les pièces. Je connais tout ce qui est de mon ressort. Mais c'est surtout que je pense que je mets tout de mon côté. Et donc, je connais mon domaine de vol, à moi, ce que je ne peux pas dépasser, ce que lui ne peut pas dépasser. Je ne vais jamais faire quelque chose qui ne serait pas autorisé. J'ai donné, j'ai donné. Et de façon à tout mettre de mon côté pour minimiser les risques. En fait, le risque, c'est quelque chose qui est inhérent à... Tu vois, si je n'ai pas préparé le vol, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à ce qu'on fait, mais on peut le minimiser. Et j'avais l'habitude de vraiment tout regarder. Et j'avais une petite checklist spéciale au bout duquel il y avait mes 2 enfants, où je disais, et eux, je ne peux pas les abandonner sur une bêtise. Alors là, on te voit aux commandes. Justement, c'est assez impressionnant. Ça Pas va toujours assez vite. Tiens, c'est la piste du Bourget en dessous, je crois, là. On va voir Ouais, passer. on va pas trop Tiens, le temps de tu vas voir, reconnaître, tu vas peut-être voir des petits points orange. Ah non, on ne les voit plus. Ça, c'est à l'intérieur. C'est dire que c'est quand même, quand on dit que c'est pas un sport, c'est un peu faux. On est assis. Oui, ça c'est un secoue, sport. hein. C'est un sport assis, mais bon. Tu prends combien de G quand ça tourne comme ça? Ah, ces avions-là, au maximum 10. On monte jusqu'à 10 et il a droit à plus 10, moins 10. En présentation comme ça, on est quand même sans doute à 8. Ça, on tourne autour du moteur quelque part. Alors, en parallèle de ta vie de championne, tu as Ouais. obtenu une maîtrise en philosophie. Ça t'accompagne comment, la philosophie, dans la vie? Ah, ça a toujours été relativement important. Et je me demande si je n'ai pas fait de la voltige pour le même
la maîtrise de philosophie, j'ai fait ça quand je faisais mes études assez jeune aussi. Hein. Enfin, je savais déjà piloter, mais c'est une envie d'avoir des réponses sur le sens de la vie, c'est l'envie d'aller au fond des choses. Et c'est un peu la même chose que la voltige. Essayer d'aller jusqu'au bout, essayer de savoir un maximum de choses. C'était ça, je crois. Et ça me sert sans doute à être capable de prendre un peu de recul. Après ton deuxième titre de championne du monde, tu décides d'arrêter la compétition. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? J'avais déjà beaucoup donné, et je saurais été répétitif. J'ai eu envie de faire autre chose. J'avais toujours envie de voler, mais j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, le meeting aérien, là, c'est peut-être dangereux, mais ça dépend de soi, mais c'est beaucoup moins exigeant. Si je me trompe de 5 degrés quand je fais quelque chose, ça n'a aucune importance, personne ne le verra. Donc, c'est plus ludique, c'est plus du jeu. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de faire de la patrouille avec Aude Le Mordant, dont nous parlions, avec 2 autres champions, et qui m'ont emmené, on voit là 3 ou 4, et j'ai appris à ne plus avoir envie d'être en haut, mais plutôt être dans l'entraide. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes en équipier comme ça, vous apprenez que chacun est là pour aider les autres. Il n'y a plus de premier, il n'y a pas de fils unique qui fait mieux que l'autre. Si jamais vous êtes un peu trop loin, vous voyez que l'autre se met un peu plus loin, parce que c'est pour équilibrer. Il aurait pu faire un peu mieux, mais il se met à votre... C'est extraordinaire. Vous faites des figures aussi en Ah oui, patrouille, on ou... fait de la voltige et on volera à Chartres cette année, tous les 4 et tout. Et à Roanne, sans doute. Enfin, on vole en meeting tous ensemble. Donc, ça veut dire de l'entraînement. Ce qui me garde ce plaisir de bosser, parce qu'au fond, quand on est voltigeur, on est un bosseur pour sans arrêt aller chercher le détail qui va vous faire gagner. Et puis, vous permettre... En fait, c'est une recherche, je pense, une envie de perfection. Alors, on a une petite surprise pour toi. On a une question de Aude Le Mordant, la championne du monde en titre. Bonjour à tous, bonjour Catherine. J'ai plaisir à voler avec toi en meeting et je souhaitais savoir ce qui te motive particulièrement à voler. Ah, bonne question. Voler. Motive. Qu'est-ce qui motive? Voler. En fait, si on réfléchit bien, l'être humain, l'homme ou la femme, il peut marcher, il peut danser, il peut courir, il peut nager, il peut tout faire, sauf voler. Donc, quand tu voles, tu atteins quand même une possibilité de quitter ta condition d'humain. Tu as besoin d'une prothèse, tu as besoin d'un avion, mais je pense que depuis toujours, ça fait partie du rêve de l'humanité, parce que c'est une des façons de passer au-dessus de cette condition qui nous colle au sol par la gravité. On ne peut pas s'échapper, excuse-moi, on ne peut pas voler tout seul. Donc je crois qu'il y a ça. Et puis ensuite, maintenant, merci Aude, j'ai le plaisir de voler avec eux, d'apprendre à plus être la meilleure, d'obéir, de faire partie d'un groupe, au lieu d'être toute seule en train d'essayer de gagner. C'est avec Aude ça n'existe en plus. patrouille. Hein. Oui. Et alors, tu as aussi trouvé du sens dans la transmission de ta passion pour les airs, Stéphanie. Effectivement, puisque vous devenez instructrice de voltige de haut niveau et membre du conseil de l'Aéroclub de France et de l'Académie de l'air et de l'espace. Le 10 août 2010, vous êtes nommée directrice du musée de l'air et de l'espace et vous êtes à ce titre la première femme à occuper cette fonction. C'est le plus grand musée aéronautique de France. Ses collections sont uniques au monde, une institution que vous allez rénover et moderniser pendant vos 2 mandats. Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant, et je pense que j'ai su après que dans le processus de choix, le fait que j'ai pu être une compétitrice, ils se sont dit que j'allais me donner à fond, que je ferais tout ce que je pouvais pour faire au mieux, et puis que j'assumerais, et quand je gagne, et quand je perds. Et ça m'a toujours beaucoup motivée, et je pense que ça déclenche des vocations. C'est important à un moment où l'aviation est un petit peu dans la tourmente. Qu'est-ce que tu as appris en gérant un établissement public? Alors, j'ai appris que tout ce que j'avais fait en voltige m'a servi. C'est-à-dire d'abord le travail en équipe, parce que moi, gérer un musée, évidemment, je ne sais pas. J'ai pas la formation pour gérer un établissement public. Il me fallait quelqu'un pour m'aider. J'avais besoin de conservateurs, j'avais besoin de conseils. Donc on faisait une super équipe. Moi, j'étais là pour l'enthousiasme, pour entraîner tout le monde aéronautique, comme figure du monde aéronautique. Et j'aime bien pour passer aux équipes cet enthousiasme. J'aime bien ce mot-là, parce que c'est entheos, les dieux intérieurs, ceux qui sont intérieurs, qui t'ont donné l'énergie pour voler, que tu as envie de donner aux autres. Et ça m'a permis, je pense, de me passionner pour ce temps au musée.
Alors, une question plus large sur l'aviation aujourd'hui et le rôle que l'aéronautique peut avoir, notamment en prenant en compte les enjeux climatiques et les ressources Alors, limitées de notre planète. Alors, j'en parlais à midi, et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui est en train de se passer. L'aéronautique est pour 2,5% des émissions de carbone mondiales, mais on la vise beaucoup, un petit peu de façon exagérée. Néanmoins, elle a effectivement un gros travail à faire. Il y a un gros tournant à faire de façon... Le but, c'est pas d'arrêter de voler, c'est d'arrêter de polluer le moins possible. Et donc, autour de ça, il se passe ce qui s'est passé au début de l'aviation. Si tu réfléchis bien, en 60 ans, ce qui n'est rien dans dans l'histoire de l'humanité, on est passé de la traversée de la Manche de Blériot en 69 à la même année, on vole en Concorde, on est en 3 heures à New York, on vole en 747, 500 personnes dans un avion et on marche sur la Lune. Donc une accélération formidable. Et puis là, on bute, on se dit, bon, il faut trouver le moyen de décarboner l'aviation, comment est-ce qu'on va faire? L'industrie s'en occupe énormément. Il y a 3 ans, on était encore en train de se dire, oui, on va le faire, mais c'est difficile. On pense à l'hydrogène, au carburant, au SAF, aux nouveaux carburants qui sont non polluants, tout ça. Et puis, je me rends compte qu'en 3 ans, eh bien, en fait, on y est déjà. Quand on parle de décarbonation de 50, ça va être fait. On a déjà, les carburants sont en train de se mettre au point. Il y a déjà 1 ou 2 avions à hydrogène. L'électricité dans les aéroclubs, les petits avions électriques vont sortir. On est en train de repartir à pas de géant. Et je pense que c'est assez formidable. Ce qui est en train de se passer, c'est le moment d'être un jeune ingénieur. Et c'est le moment d'aller s'occuper d'aéronautique maintenant, parce qu'il y a à nouveau énormément de choses devant nous et un gros tournant à prendre. Et alors, des projets pour le futur? Ah oui, j'essaie de faire une réplique de l'Oiseau Blanc avec mes amis Frances Ski et Bernard Vaillot et Nagesser Recoli, qui ont essayé de traverser, qui n'avaient pas réussi. En 1916. Oui, voilà, 27, 1927, 10 jours avant que Lindbergh, lui, ne réussisse à rejoindre Paris de New York. Ils ont essayé de faire Paris-New York, ce qui est plus dur parce que les vents sont contraires, donc c'est plus long. Et ils n'ont pas réussi. Et nous aimerions refaire cette traversée pour promouvoir justement ces valeurs de gens qui sont anticonformistes, qui ont le courage, pionniers. de l'audace, pionnières, les valeurs pionnières de ton émission. Et puis la capacité à prendre un certain nombre de risques. Et de temps en temps, évidemment, de temps en temps. Alors, tu es conférencière aussi. Quels sont les enseignements que tu transmets dans tes conférences, dans tes séminaires? La substantifique moelle de ce que tu as appris, que tu peux transmettre. J'aime bien parler de plusieurs choses, mais notamment de comment est-ce qu'on fait pour être bon au bon moment. Quand tu fais de la compétition comme je fais, les programmes durent 6 minutes et tu mets 2 ans à te préparer. C'est-à-dire que si tu loupes ces 6 minutes-là, c'est assez catastrophique et tu attends 2 ans pour revenir. Donc, comment est-ce que, justement, on prépare avec une équipe? Comment on se prépare? J'ai beaucoup appris de la voltige, la concentration, la préparation mentale, l'anticipation, tout ce qui fait qu'au dernier moment, il va nous rester un petit peu de cerveau parce qu'on aura tellement préparé tout qu'il reste un peu de cerveau pour les imprévus. Donc, voilà, c'est de tout ça que j'aime bien parler. Être bon au bon moment. Être bon au bon moment. Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est quelque chose qui est valable pour nous tous aussi dans nos activités de tous les jours, dans nos travails respectifs, dans notre business. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.